Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Bonjour Michel. Bonjour Laurence. Très heureuse de vous retrouver pour analyser l'actualité de la semaine, l'actualité avec ses mots-clés, ses mots tabous. Le premier mot tabou, Michel, que l'on va étudier aujourd'hui, c'est le mot submersion, employé par François Bayrou à l'Assemblée nationale pour qualifier la situation migratoire sur le territoire français et en particulier à Mayotte. Un mot qui a fait sortir de ses gonds la gauche et notamment les socialistes qui enragent, mais que maintient néanmoins le Premier ministre, salué au passage par les 2/3 des Français qui partagent son constat. On va parler de ces mots tabous, Michel, ces mots qu'il ne faut pas employer si vous ne voulez pas être ostracisé par une partie de la classe politique et intellectuelle qui pense détenir le magistère moral depuis 40 ans en France, une sorte de police de la pensée que nous allons évoquer ensemble. La révolte des grands patrons, ils en ont assez de se faire lyncher par la même classe de pensée. Ils en ont marre de se faire taxer. Bernard Arnault, président de LVMH, a fait le parallèle entre la politique pro-entreprise des États-Unis et la nôtre. Amer constat, nous sommes toujours aux prises avec cette idéologie marxiste anticapitaliste, Michel, qui nous fait penser que les patrons sont des profiteurs alors qu'ils créent des milliers d'emplois. On va ouvrir le débat avec vous. Vous avez été aussi profondément marqué, Michel, par les commémorations du 80e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz et les discours bouleversants qui ont été tenus à la fois par les anciens déportés, mais aussi par les représentants de la communauté juive qui ont fait un parallèle incessant entre ce qui s'est passé lors de la Shoah et ce qui s'est passé le 7 octobre 2023 en Israël. Vous nous expliquerez pourquoi ce lien est hélas très valable. Et puis on parlera de Boualem Sansal, toujours détenu dans les geôles algériennes depuis le 16 novembre dernier. Vous avez été ulcéré, Michel, par l'attitude de la France insoumise qui a voté pour au moins une de ses eurodéputés contre la demande européenne de libérer cet écrivain franco-algérien, une attitude pitoyable. Voilà pour le sommaire d'aujourd'hui, Michel. On va commencer par le mot submersion qui a donc été brandi par François Bayrou cette semaine à l'Assemblée nationale pour qualifier la situation migratoire sur le plan général dans notre pays, notamment à Mayotte. Ça continue à faire des vagues, sans jeu de mots, Michel. On écoute tout de suite François Bayrou, puis vous allez nous décortiquer ce qui s'est passé ensuite. Quiconque s'est confronté à la situation à Mayotte, et ça n'est pas le seul endroit de France, mesure que le mot de submersion est celui qui est le plus adapté. Ce ne sont pas les mots, Monsieur le Président Vallot, qui sont choquants, c'est les réalités. Les préjugés sont nourris par le réel. Et ceux qui, ici, considèrent qu'on doit faire de ces sujets des sujets d'affrontement, à mon avis, trahissent notre mission. Je n'ai aucune connivence avec personne, ni avec ceux qui exagèrent les réalités, ni avec ceux qui nient les réalités. Très intéressant ce qu'a dit François Bayrou. On va peut-être écouter ce qu'a dit juste avant Boris Vallaud, qui est député socialiste. Comme ça, on comprendra bien la réponse de François Bayrou. Boris Vallaud. Submersion. Ce mot est celui de l'extrême droite partout en Europe et dans le monde. Un mot qui blesse autant qu'il ment. Choisissez-vous vos mots par hasard ? Ou les avez-vous sciemment empruntés à l'extrême droite dont vous prétendez ne plus jamais vouloir dépendre? Monsieur le Premier ministre, je vous demande d'être clair. Maintenez-vous ce mot de submersion? Moi, je trouve qu'il y a tout dans ces postures, Michel Onfray. Qu'est-ce que vous en pensez, des uns et des autres? On est dans des logiques sémantiques, c'est-à-dire le sens des mots. C'est quand même incroyable qu'on n'ait plus que ça à faire aujourd'hui. Il n'y a pas de misère, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de pauvreté, il n'y a pas de criminalité, il n'y a aucun problème. C'est juste, il a utilisé un mot. Ah, ça c'est terrible, quoi. Il y a un linguiste qui s'appelle Ferdinand de Saussure qui a fait un cours de linguistique dans le sens des mots et qui oppose en les liant le signifiant et le signifié. Le signifiant c'est le mot, le signifié c'est la chose que dit le mot. Le micro c'est le mot micro, le micro, la réalité du micro c'est ça. Et en philosophie il y a toujours une articulation. Vous avez des philosophes qui estiment que l'idée est plus importante que la réalité. À gauche ils pensent ça. Ils pensent que l'idée est plus intéressante que la réalité. Il y a un texte de Rousseau qui est formidable et assez terrible en même temps. Quand je dis formidable, c'est formidable dans la nullité, ce qu'on appelle épistémologique, c'est-à-dire de philosophie. Il dit « commençons par écarter les faits ». Commençons par écarter les faits. Postulat de base. Il écrit postulat de base, commençons par écarter les faits. Puis il ajoute « je pose l'idée que l'homme est naturellement bon ». Cette hypothèse se vérifie, etc. Et 3 pages plus loin, c'est une réalité. Puis après, on nous dit l'homme est naturellement bon. On dit mais c'était une hypothèse au départ, c'est devenu une réalité, c'est devenu une vérité. Rabelais dit si les signes vous fâchent, quand vous fâcheront les choses signifiées. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que là, on a un débat sémantique. Ah, mais monsieur, ce mot est d'extrême droite.
Oui. Mais il n'y a pas des mots d'extrême droite. Le mot valise par excellence. Ça n'existe pas. La lutte des classes, c'est pas un mot de gauche. C'est une réalité décrite. Enfin, il y a des choses qui sont décrites et qui relèvent de la vérité, de la réalité. Il y a cette idée que certains, effectivement, imaginent que l'idée est plus intéressante que la réalité, donc il ne faut pas voir la réalité. Et d'autres qui pensent, la plupart du temps à gauche, d'autres qui pensent à droite que le réel importe, et seul importe le réel, et qu'on n'a pas besoin d'idées, et avec une espèce de souci un peu anti-intellectualiste. Il faut les deux. Il faut l'idée, il faut la réalité et il faut l'articulation, les deux. C'est-à-dire quand on te dit submersion, on dit « Ah mais monsieur Bayrou, vous êtes passé à l'extrême droite, on comprend bien que vous êtes en train de faire de la politique politicienne. » C'est-à-dire qu'en gros, vous essayez d'avoir Marine Le Pen pour qu'il n'y ait pas une censure prochainement quand le budget va arriver. Attirer les voix du billard à 10 bandes. Oui, c'est ça, on fait de la sémantique simplement parce qu'on dit « Mais attention, on peut vous virer, vous savez, on peut voter. » contre, on peut voter pour aussi, mais il va falloir utiliser le bon vocabulaire. Simplement, le problème, c'est y a-t-il ou n'y a-t-il pas de problème de submersion? C'est ça le problème, c'est pas le mot. Il n'y a pas de mot interdit, on peut utiliser tous les mots. Fasciste peut l'utiliser, le mot. Alors, quand on est historien, on sait ce qu'on dit. Quand on fait de l'idéologie, on l'utilise n'importe comment. Mais il y a un moment donné où il va falloir quand même arrêter tous ces gens qui veulent que le réel n'ait pas eu lieu. Exactement. Et qu'on leur fasse savoir que s'ils veulent vraiment savoir ce qu'est le réel, qu'ils demandent à la démographie. Et la démographie parlera. Et les chiffres, tout simplement. La démographie, ce sont les chiffres. Et vous interdisez les chiffres. Alors là, vous dites, ah non, un démographe, c'est un type d'extrême droite. Écartons les faits, de principe. C'est ça, commençons par écarter les faits. Et les gens qui font de la démographie, Pierre Chonu, jadis, qui a commencé, enfin, qui était un très grand démographe, très grand historien, qui n'était pas de gauche, mais dont on a dit qu'il était d'extrême droite, c'était totalement faux. Il a fait un livre qui s'appelle Histoire et décadence, Pierre Chonu, où il raconte très bien ce qui se passe. La démographie, c'est exactement la même chose. Si vous dites le taux de fécondité, c'est ça. S'il n'y a pas de taux de fécondité, il n'y a pas de renouvellement des populations. S'il n'y a pas de renouvellement de la population, il y a une fin de population. Si vous dites d'autres composantes de la société française auront un taux de natalité qui n'est pas le même, eh bien, il y aura mécaniquement ce que d'aucuns appellent un grand remplacement. Et je rappelle que le grand remplacement est validé par Mélenchon. Mélenchon nous a dit il y a quelque temps qu'il détestait les Blancs, il est arrivé en Normandie, qu'il n'y avait que des alcooliques, et quand il est arrivé de son Maghreb natal, et qu'il avait le visage haineux en expliquant ces choses-là, il dit, mais moi j'en ai marre des blonds, des gens à la peau blanche, et nous sommes métissés, et jadis, il y avait tant de parents étrangers, c'est ça, mais créolisés et métissés, il y avait tant d'individus, aujourd'hui il y en a tant, et j'espère qu'il y en aura beaucoup plus encore. Il appelle à la submersion, il faut arrêter de ne pas vouloir utiliser le mot, sauf quand c'est la gauche qui l'utilise, en estimant que c'est une bonne chose. Je rappelle quand même que quand il s'agit de la Nouvelle-Calédonie, quand il s'agit de la Martinique, tous ces décolonialistes nous expliquent qu'il y a une submersion des Blancs qui empêche la culture kanak, qui existe, la culture kanak, ou qui empêche la culture indigène, par exemple, dans les Antilles, les Taïnos, etc. Donc c'est assez singulier que de dire, vous n'avez pas le droit d'utiliser ce mot-là, nous on a le droit, quand c'est dans notre idéologie. Il y a un problème, effectivement, de ce côté-là, bien sûr. Mais justement, Michel Onfray, quand on reprend, et les archives sont parfois assez parlantes, on a retrouvé une archive de François Mitterrand en 1989, qui lui estime qu'il est nécessaire de renvoyer chez eux les clandestins. On va l'écouter, parce qu'elle sonne assez différemment, je pense, aux oreilles des socialistes de 2025. Eh oui. Moi, je défendrai le droit et la dignité de la France. Un clandestin, il doit être renvoyé chez lui. Mais il doit être renvoyé dans les conditions du droit. Il se plaint, il dit c'est injuste, je ne suis pas un clandestin, ou il emploie la raison qu'il veut, naturellement. Et le tribunal, il a 24 heures pour ça, c'est pas très long, hein. Surtout un immigré n'est pas toujours très informé du droit français. Et ensuite, le tribunal, il a, lui, 48 heures. La décision du tribunal n'est pas suspensive, il appartient à ce moment-là au ministre de l'Intérieur d'appliquer l'arrêté préfectoral contre lequel on s'est prévalu. Bon, voilà, c'est simple. Mais moi, je préfère 3 jours plutôt que l'injustice. On voit la passion avec laquelle vous traitez ce problème de l'immigration. Parce que pour moi, les droits, ça compte. Mais les clandestins, que ce soit simple, que les Français me comprennent, doivent être ramenés chez eux. Oui. Et on en a les moyens. Le mot n'est pas plaisant, ils doivent être expulsés. Et on en a les moyens. Le gouvernement, on n'a pas entendu. Les moyens, c'est la police. Il faut qu'elle soit renforcée, la police aux frontières. Il faut qu'elle soit renforcée. Et puis, c'est autre chose qui nous mène déjà sur un autre terrain. Il faut que les organismes qui sont chargés d'admettre les immigrés, je ne dis pas soient plus sérieux, soient plus rapides. François Mitterrand en 1989, interrogé par Jean-Pierre Elkabbach, Alain Duhamel. Aujourd'hui, c'est un discours de droite. Ah, mais je vous bénis d'avoir sorti cette archive. Parce que quand des amis de 30 ans se fâchent avec moi en me disant que je suis passé du côté obscur de la force, je dis, mais moi, je suis resté fidèle à ces discours-là. Et c'est ce discours-là, décembre 1989. C'est-à-dire 5 mois après le bicentenaire de la Révolution française, je le rappelle. Mais quelques années, c'est-à-dire 1992, avant le traité de Maastricht.
C'est-à-dire que Mitterrand, il cesse d'être de gauche avec Maastricht. Et puis il cesse d'être de gauche quand il nous dit « Regardez, Bernard Tapie, c'est un héros de la gauche ». Et ça cesse avec Terra Nova qui vient nous expliquer qu'il faut laisser le peuple à Marine Le Pen. Moi, je suis toujours fidèle à ces idées-là. Je pense que la gauche peut dire ça, doit dire ça, justement pour protéger le peuple, pour protéger les petits, pour protéger les sans-grades. Michel Rocard disait qu'on ne pouvait pas accueillir toute la misère du monde. Je le rappelle, homme de gauche, s'il en est. Jean-Pierre Chevènement. Georges Marchais aussi. J'allais y arriver justement pour vous faire la panoplie complète. On se rappelle dans les années 90, moi j'étais jeune auteur chez Grasset, que Jean-Pierre Chevènement parlait des sauvageons. Jean-Pierre est très cultivé et il m'a appris d'ailleurs à cette occasion qu'un sauvageon c'était un arbre non greffé. C'était pas un petit sauvage, c'était un arbre non greffé. Un arbre qui n'est pas greffé, pour ceux qui aiment l'horticulture, c'est un arbre qui n'aura ni bourgeons, ni fleurs, ni fruits, donc qui ne produira rien. Et qu'est-ce qui n'a pas été dit à cette époque-là sur Jean-Pierre Chevènement, fasciste, etc. Moi, je me souviens des éditos de Bernard-Henri Lévy à l'époque, mais c'était vraiment, ce type était d'extrême droite parce qu'il parlait des sauvageons. Alors même pour les gens qui ignoraient la métaphore, un petit sauvage, ça peut fonctionner pour caractériser quelqu'un qui égorge un individu. Et puis Georges Marchais, vous avez raison, quand il expliquait à une époque que c'était le prolétariat, c'était les pauvres qui payaient le prix de l'immigration. Pourquoi est-ce que le MEDEF veut de l'immigration ? Parce que ça fait une main-d'œuvre à bas coût, c'est-à-dire un prolétariat sous-payé. Pourquoi Mélenchon ne comprend pas ça ? Je fais semblant de ne pas comprendre. Oui, parce que je vois bien que... Oui, mais je sais bien que... Alors qu'on a 6 millions de chômeurs dans notre pays. Hein. Oui. Non, mais lui, il a intérêt à ce qu'on détruise l'Occident, qu'on détruise la France, et tout ce qui permet le nettoyage est bon. Et il utilisera tout, y compris l'antisémitisme, s'il devait pouvoir le revendiquer encore plus clairement, encore plus fièrement qu'avec son antisionisme. Oui, cette gauche a renoncé à être de gauche, et elle a souscrit au projet maastrichtien de 1992, qui est effectivement une Europe ouverte à tous les vents, parce qu'il faut fabriquer des consommateurs planétaires, c'est tout. Michel Onfray, on est sur CNews et sur Europe 1. Encore un petit mot de cette police de la pensée que l'on vient de décrire. Avec cet incident, Philippe Carly, qui est le président du groupe presse Est Bourgogne-Rhône-Alpes, a dû quitter ses fonctions parce qu'il avait liké des tweets de Sarah Knafo et de CNews. Donc il a dû démissionner sous la pression notamment de la CGT ou d'autres syndicats de journalisme. C'est une police de la pensée qui se met en marche, là ? Mais oui, vous savez, moi j'ai payé mes études en travaillant à Ouest France à Argentan. Je sais que c'est une presse idéologique. Cette presse s'appelait Ouest Éclair pendant la guerre. C'est bizarre, elle a changé de nom. Peut-être que pendant la guerre, elle ne disait pas des choses très, très correctes. Et c'est de l'ironie parce qu'effectivement, elle ne disait pas des choses très correctes. Elle était du côté de ceux qui avaient le pouvoir dans les années 40. Donc la presse quotidienne régionale, on se dit c'est sympathique. Concours de vaches laitières, remise de médailles, concours de belote dans une commune de 300 habitants. Ça mange pas de pain, on raconte ces choses-là. Pas du tout. Il y a des éditos et il y a des façons d'éditorialiser. C'est-à-dire que vous choisissez les personnes qui parlent ou vous choisissez l'Assemblée, par exemple. Et si dans l'Assemblée, vous avez 10 personnes, ce qui montre qu'effectivement, il n'y avait pas grand monde, on ne passera pas la photo si on n'a pas envie qu'on voit que ça n'a pas marché. Si, en revanche, il s'agit de montrer que ça n'a pas marché, alors on va faire un plan pour montrer que, etc. Non, c'est une presse idéologique, la presse quotidienne de province. Moi, je l'ai connue de l'intérieur, on m'a interdit un certain nombre de papiers, et puis par la suite, moi, je vois bien comment j'ai été tricard dans ces journaux-là depuis des années. Mais de là à obliger quelqu'un à démissionner parce qu'il a liké. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ? Ça va mettre un petit emoji sur une publication sur les réseaux sociaux. Mais oui, mais d'abord parce que la presse a beau être diverse, elle dit la même chose, sauf quelques rares exceptions, Front Populaire, ou quelques journaux qui peuvent dire des choses un peu différentes. JD News. Oui, bien évidemment, et quelques autres, bien sûr. Mais même dans le Figaro, vous avez des lignes diverses et multiples, et de temps en temps, vous avez l'impression de lire Libération ou Le Monde. Non, il y a une idéologie qui est distillée comme ça, avec une détestation d'un certain nombre d'individus dont on ne parle jamais, ou quand on en parle, c'est négativement. Quand nous avons parlé du pacte germano-soviétique, quand je disais que la SNCF n'était pas très regardante, quand pendant 2 années, les trains conduisaient les déportés, et il y a eu dans la presse locale à Caen un syndicat qui a fait passer un papier en disant que j'étais négationniste et révisionniste, alors qu'il est facile de prendre même Wikipédia et de taper pacte germano-soviétique. Oui, absolument, vous avez raison. Et pour voir que j'ai factuellement raison. Mais la presse locale ne parle jamais de moi, mais là, finalement, fait passer donc la police de la pensée existe toujours. Eh bien, une police de la pensée en disant qu'on est négationniste, je ne suis pas procédurier. Mais je veux dire, imaginez que je fonctionne comme Forisson, qui nie les chambres à gaz, juste parce que je rappelle un fait historique. C'est la presse quotidienne régionale. Donc ne pensons pas qu'il n'y aurait que les presses nationales et parisiennes qui seraient idéologiques. Les presses de la région, des régionales, sont aussi idéologiques. La gauche, Michel Onfray, a un magistère moral, a pris le magistère moral sur nos élites politiques et médiatiques depuis des années. C'est comme
ça qu'on a toujours pensé que les grands patrons, au fond, étaient des profiteurs, qu'ils exploitaient leurs travailleurs. Cette semaine, il y a eu des prises de parole importantes. Je pense à Bernard Arnault, le patron de LVMH, qui revenait des États-Unis, on l'a vu à l'investiture de Trump, et qui a fait la différence entre la politique pro-entreprise des États-Unis et ce qui se passe en France. Et on a l'impression qu'on marche sur la tête dans notre pays. Écoutez Bernard Arnault. Quand on revient en France, après avoir passé quelques jours aux USA, c'est un peu la douche froide, je dois dire. Et on a l'impression qu'aux USA, on vous accueille à bras ouverts, les impôts vont descendre à 15%, les ateliers qu'on peut construire aux USA sont subventionnés dans toute une série d'États, et le président américain encourage ça. Le marché se développe très vite. Quand on vient en France et qu'on voit qu'on s'apprête à augmenter les impôts de 40% sur les entreprises qui fabriquent en France, c'est quand même à peine croyable. Donc on va taxer le Made in France. Pour refroidir les énergies, on fait difficilement mieux. Pour pousser à la délocalisation, c'est idéal. Là aussi, en fait, on a l'impression qu'il ne faudrait pas dire ces mots-là. Il ne faudrait pas dire la réalité. C'est-à-dire que là, on pousse les entreprises françaises à aller s'installer à l'étranger. Tant on les taxe. Oui, mais Michel Onfray. Je souscris à ce discours. Parce que le logiciel de la gauche aujourd'hui, du moins de la gauche néo-marxiste, on ne dit pas les staliniens, ils disaient que d'extrême droite quand on ne pense pas comme eux, mais on n'ose pas nous utiliser le mot stalinien. On pourrait utiliser le mot stalinien pour caractériser. Néo-stalinien alors. Oui, on peut dire ça. Mais bien sûr que Bernard Arnault a raison, parce que le logiciel de Marx, il est nationaliste. C'est-à-dire que quand il pense, il y a des nations. Donc quand il pense la plus-value, il a raison de penser la plus-value en disant qu'il y a des enrichissements, parce que le travail du prolétariat n'est pas payé. Il dit, si vous avez besoin, Proudhon utilise cette image-là, il dit, quand on a mis debout l'obélisque de la Concorde, il a fallu faire travailler 100 personnes pendant 1 heure. Si vous faites travailler une personne pendant 100 heures, ça ne marchera pas. Donc il y a une force de travail qui n'est pas payée. Ça s'appelle du vol, dit Proudhon. C'est ça, la propriété, c'est le vol, c'est pas j'ai un petit jardin et c'est du vol. Non, c'est de dire, la force de travail n'est pas correctement payée. Bernard Arnault a raison de placer le discours sur le terrain international, parce que si vous dites, c'est dans un terrain national, et sur l'international, et ce sont les frontières. Ben voilà, ça fonctionne, il n'y a plus de frontières. Donc un patron peut très bien dire, mais le coût de mon propre travail ne me permet pas de vendre le produit à tel prix, je ne suis pas concurrentiel. Si je suis en relation avec des pays comme l'Inde ou des pays comme la Chine, qui produisent à bas coût et de mauvaise qualité, qui plus est LVMH est un groupe de luxe qui fait des choses formidables, enfin on peut copier, mais ça n'a rien à voir. De fait, le patron dira, mais moi je ne peux plus, je vais aller en Irlande par exemple, ou je vais aller dans d'autres endroits. Aux États-Unis. Aux États-Unis, où le coût du travail sera moindre, où je pourrai vendre, et puis je vais faire tourner mes entreprises ailleurs, mais ça veut dire du chômage et de la misère et de la pauvreté en France. Donc encore de l'assistanat, donc encore des impôts, qu'est-ce que ça veut dire ? Et à un moment donné, il faut penser la réalité, là pour le coup, ne pas écarter les faits, et juste dire que le logiciel marxiste du 19e siècle ne peut pas fonctionner dans une économie mondialisée. Dans une économie mondialisée, le premier patron qui dit « moi je m'en vais, vous me coûtez trop cher », et pas seulement parce qu'il faudrait augmenter les salaires, ce qu'il faudrait faire, ceci dit, en passant, l'autogestion du général de Gaulle. En fait, il faudrait enlever les charges qui pèsent sur les salaires, et ce qui permettrait que le travail paye. Mais la vraie révolution, c'est le dernier général de Gaulle, je vous assure. On a épuisé, hélas, les images d'archives, mais je veux dire, le général qui nous dit à la fin la participation et la départementalisation, la décentralisation, c'est-à-dire l'option girondine prise par un jacobin, c'était formidable. Et puis surtout, cette idée de dire, oui, il y a des profits qui sont considérables aussi, tout de même. Que faites-vous de ces profits et de ces bénéfices ? Alors bien sûr, il faut réinvestir, il faut avoir des politiques agressives parce que le marché planétaire est violent, mais que faites-vous, par exemple, des petits salaires ou des mauvais salaires ? Et c'est tout ça qu'il faut repenser. Ça veut dire qu'il faut que les gens se parlent. Il faut arrêter de penser qu'un patron, c'est juste bon à égorger, ou qu'un ouvrier, c'est juste bon à saigner. C'est le logiciel qui imprègne le cerveau depuis 40 ans. Eh bien, il faut en finir avec ça. Oui, la lutte des classes, ça existe, mais les patrons ne sont pas des crétins, ils comprennent comment ça fonctionne, les ouvriers aussi. Il faut juste être capable de s'entendre, et le gaullisme social rend possible, avec cette perspective de participation, un travail en commun, plutôt que de se dire, pendons-les, les aristocrates à la lanterne, enfin, variation sur le même thème, et en disant, ils ont de l'argent, prenons cet argent, etc. C'est pas si simple.
simple. Il ne suffit pas de dire on prend là, on remet ici. Et puis ne jamais oublier un truc élémentaire, c'est que si on veut de la répartition de richesse, il faut qu'il y ait de la production de richesse. Et si la production de richesse, elle se fait en Chine, ça se fera au détriment de la France. Et quand on aura une cassette vide, on ne pourra rien distribuer. Donc il faut changer, effectivement, les logiciels du 19e ne sont plus pertinents au 21e siècle. Michel Onfray, vous avez évoqué Jean-Luc Mélenchon. On va évoquer l'attitude de la France insoumise à travers ce qui se passe pour Boualem Sansal, qui est donc toujours en détention depuis 77 jours en Algérie, écrivain franco-algérien. Rima Hassan, eurodéputée, a voté contre la semaine dernière une motion du Parlement européen qui demandait la libération de Boualem Sansal. Ça vous a évidemment ulcéré. On va juste écouter Bruno Retailleau, qui était sur nos antennes cette semaine, qui estime qu'elle est l'alliée du régime algérien. Mais c'est une alliée du régime algérien. Vous vous rendez compte que cette résolution demandait une députée française eurodéputée est un agent d'influence du régime algérien aujourd'hui. En tout cas, un soutien, un suppôt. Vous vous rendez compte que cette résolution demandait la libération immédiate, inconditionnelle d'un homme malade, d'un homme âgé, avec une mission médicale. Et Madame Rima Hassan, qui appartient aux Insoumis, dit non, je refuse, je vote contre. Vous vous rendez compte ? Voilà pour Bruno Retailleau cette semaine chez Sonia Mabrouk. Michel Onfray. Oui, mais on a jadis parlé d'un parti d'étrangers quand il s'agissait de l'Union soviétique. Là, on peut vraiment parler d'un parti d'étrangers qui est l'Algérie. Vous savez, quand on a dit regardez Trump quand il a renvoyé des clandestins en Colombie et que la Colombie a dit non, on n'en veut pas, et qu'il a dit très bien, il n'y a pas de problème, j'augmente les tarifs, et puis à ce moment-là, on dit et je supprime tous les visas en une heure, c'était réglé. Voilà, envoyez-les tout de même. On dit voilà ce qu'il faut faire. Sauf que comparaison n'est pas raison. Je veux dire, la Colombie n'enverra pas une 5e colonne dormante en lui disant allez-y maintenant, du terrorisme, faites, il n'y a aucun problème. L'Algérie, ça peut se passer comme ça. C'est-à-dire, il y a une espèce d'excitation. Ce n'est pas le cas. Je dis ça peut. Je n'ai pas dit que c'était le cas. J'ai dit qu'il y avait une espèce d'énervement qui consiste à dire, de la part de l'Algérie, ne cherchez pas trop. Et donc, le président Macron, et beaucoup d'autres avec lui, disent, on ne touche pas à nos banlieues. On n'enflamme pas nos banlieues. On ne touche pas à l'Algérie. Il y a beaucoup de franco-algériens en France à qui il ne faut pas demander s'ils préfèrent l'Algérie ou la France. Ils vont préférer l'Algérie. Et certains, même, on le voit avec des fameux influenceurs. Ce ne sont pas des influenceurs, ce sont des gens qui font de la politique et qui font une politique... Des activistes, vous avez raison, c'est le mot qui convient. Des activistes islamistes qui, algériens, sur le territoire français, mènent un djihad de cette manière-là. Je rappelle que quand on s'interroge sur les couteaux, mais il y a eu on va en parler tout à l'heure. Eh bien, écoutez, quand l'État islamique dit « attaquez tous les koufars, utilisez les couteaux, les voitures, les pierres, les camions, tout ce que vous aurez sous la main, etc. » Internet aussi, vous pouvez utiliser. Et là, si vous dites à l'Algérie, on va faire ceci, on va faire cela, eh bien, je ne suis pas sûr que Tebboune, il se comporte exactement comme le président de la Colombie. Le président de la Colombie, il n'a pas dit « je vous envoie des gens qui vont vous pourrir la vie ». D'ailleurs, ils sont déjà éventuellement sur place, ils vont me pourrir la vie tout de suite si je le demande. Donc c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on veut bien dire. Il y a une crainte de la rue chez Emmanuel Macron qui fait qu'il gouverne en fonction des intérêts de l'Algérie quand il est sur ce terrain-là. Et Boualem n'est pas non plus, parce que quand j'ai entendu, il a quitté l'hôpital. Oui, pour retourner à la prison. Mais c'est pas un hôpital avec ventilateur, télévision et puis des bons petits plats. C'est l'endroit dans la prison où il y a un hôpital, c'est-à-dire quelques chambres dans lesquelles on s'occupe probablement de son état de santé, pour ne pas donner plus de détails. Mais il était en prison, il a changé de quartier dans la prison, c'est tout. Il ne faut pas dire et il est à nouveau en prison. Il est toujours en prison. Et vous avez une citoyenne française, Rima Hassan, qui nous dit c'est formidable. De toute façon, elle a dit, il ne peut pas être plus de l'étranger que ça, que l'Algérie, c'était la Mecque des libertés. Et voilà des gens qui nous disent que un intellectuel peut aller en prison. Ça veut dire que quand ces gens sont au pouvoir, vous imaginez qu'ils ont la police, qu'ils ont l'armée, qu'ils ont les services secrets, vous imaginez ce qu'ils font, Monsieur Louis Boyard et quelques autres, là, quand ils ont du pouvoir, c'est envoyer les intellectuels en prison, c'est le seul endroit qui convienne à des gens qui pensent librement. Une petite pause, Michel Onfray, sur CNews et Europe 1. On se retrouve dans un instant, on évoquera le meurtre du jeune Elias et ces attaques au couteau qui se multiplient sur le territoire français. À tout de suite. Et on se retrouve pour la seconde partie de Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Michel, on a déjà évoqué la mort du jeune Elias, ce jeune de 14 ans qui a été poignardé à Paris la semaine dernière parce qu'il ne voulait pas donner son téléphone portable à 2 adolescents mineurs délinquants, récidivistes, suivis par les services de police. On va d'abord écouter le choc des habitants de ce quartier, puis après on va se poser la question de ces attaques au couteau qui se multiplient. On estime qu'il y en a 120 par jour en France, mais les chiffres datent de 2017, donc ça a dû évidemment augmenter. Mais d'abord le choc des habitants de ce quartier du 14e arrondissement de Paris où le drame s'est déroulé à la sortie d'un stade de foot.
C'est terrible qu'un jeune meure pour un portable. Comment voulez-vous que vous trouviez ça normal? C'est pas normal. Puis que d'autres soient armés. Ça me met un peu en colère parce que je constate, malgré tout ce qui est dit, tout ce qui est fait, ça se répète malheureusement un peu partout en France. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse quelque chose pour arrêter cette violence au niveau des jeunes. Vous vous rendez compte? Le gamin de 17 ans, putain, ça me bouffe, ça me bouffe. Je trouve que la violence chez les jeunes, ça augmente de plus en plus. Et puis, je suis particulièrement touché que cela arrive dans ce quartier qui est quand même plutôt calme, réputé calme, il faut le dire. Le 14e arrondissement, je me balade, j'y sors. Enfin bref, j'y marche à pied ou en transport. Je ne pensais pas que ça puisse arriver ici. Je suis très touchée, Michel, par l'émotion qui ressort de tous ces témoignages. Parce que la victime avait 14 ans, les deux agresseurs 16 et 17 ans. On a une jeunesse qui s'entretue en réalité aujourd'hui dans notre pays? Alors, je ne pense pas qu'elle s'entretue, parce que je pense que sociologiquement, entre ceux qui sont les poignardeurs et puis ceux qui se font poignarder, c'est pas exactement la même chose. Je pense que le garçon était dans une école catholique et que le club de sport, ça n'a pas été beaucoup dit non plus, ça. C'est-à-dire que personne ne peut imaginer qu'on aurait choisi le lieu, qu'on aurait choisi la cible et qu'on aurait choisi le garçon. Quand vous faites de la sociologie, il est interdit de dire, même dans le Figaro, on modifie leur nom. Oui, les prénoms, la protection des mineurs. La protection des mineurs, mais comme quand vous avez des majeurs, c'est exactement la même chose. Et comme par hasard, ce sont les mêmes prénoms qu'on remplace par exactement les mêmes. C'est la loi, en tout cas. Oui, enfin, des Jacques et des Jacqueline... Ça s'impose à la presse. Oui, enfin, quand vous ne donnez que des prénoms, vous ne donnez pas les noms. Et vous n'êtes même pas obligé de donner l'initiale du nom propre. Enfin, peu importe. Je veux dire qu'il y a une façon de ne pas faire de la sociologie. Là encore, écartons les faits. Commençons par écarter les faits. Vous ajoutez ça, une centaine de coups de couteau sont donnés par jour. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire l'analyse d'où ça vient. Et la deuxième chose, c'est qu'est-ce que ça produit? Ça produit rien. Vous allez être retenu dans un commissariat où éventuellement on va dire c'est pas bien. Vous allez avoir un stage dans lequel on va vous dire enlevez les écouteurs de vos oreilles, on a des choses à vous dire, c'est pas bien, etc. Ouais, c'est pas bien, d'accord. Puis ils partent et puis l'affaire est réglée. Donc c'est sans suite. Vous pouvez donner un coup de couteau, c'est sans suite. On s'en vient vous expliquer qu'il y aura un procès, mais attendez, il y a des dossiers comme ça et que ce sera pas avant 2 ans ou pas avant 3 ans. Donc vous pouvez continuer à sévir, etc. Donc il faut arrêter de laisser croire que ce ne sont pas des attentats politiques. Michel Onfray, il y a aussi une autre facette de ce drame, des attaques au couteau, c'est le suivi des délinquants mineurs, oui. Le suivi judiciaire. J'aimerais qu'on écoute Gérald Darmanin, qui est le garde des Sceaux, qui dit que les mineurs d'aujourd'hui ne sont pas les mineurs d'hier. On écoute. 2 textes sont très importants. Le premier, nous l'allons, j'espère, l'étudier très rapidement, c'est celle du président Attal et du rapporteur Tallier sur la violence qui touche les mineurs. Comparution immédiate pour les crimes les plus graves. Attaquer des commissariats, menacer des élus, trafiquer de la drogue, c'est évidemment un délit grave. Comparution immédiate, oui, pour les mineurs. Atténuation de l'excuse de majorité. Un mineur n'est pas un majeur, mais un mineur d'aujourd'hui n'est pas un mineur de 1945. La réponse est oui également, afin que nous puissions être au rendez-vous de la sanction, parce que les mineurs sont tout autant auteurs que victimes, vous le savez, et ne pas le voir, c'est faire preuve de naïveté. Et puis responsabilité des parents, pas généralisée, mais évidemment pour certains cas, évidemment, et ce n'est pas le drame que nous avons vécu ce week-end à Paris qui peut nous pousser à ne pas regarder la vérité en face. Voilà, le mineur d'hier n'est pas le mineur d'aujourd'hui. Il a raison. Et il faut les traiter sans doute différemment. Ah oui, sûrement. Et je pense qu'un mineur de 1945, il avait le droit à un surmoi. On construisait un surmoi, parce qu'il y avait l'école, parce qu'il y avait le prêtre, on avait des cours de catéchisme, on avait des cours de morale. Moi, je me souviens, je suis né en 1959, du cours de morale, où on nous apprenait à aimer son prochain, à ne pas voler, à ne pas tuer, etc. C'est l'école républicaine, parfois très anticurée. Et puis quand j'allais au catéchisme, on nous disait très exactement la même chose. D'un côté, il fallait le faire au nom de la République, de l'autre côté, il fallait le faire au nom de Dieu. Toujours est-il qu'il ne fallait pas tuer, violer, massacrer, etc. Puis quand vous rentriez à la maison, eh bien vous aviez des parents qui eux aussi enseignaient le même type de morale. Ils ne disaient pas « t'as été gentil à l'école », enfin ils disaient à l'époque « t'as été gentil à l'école », aujourd'hui ils disent « la maîtresse a été gentille à l'école ». Et donc ça a complètement changé. On a inversé les choses. Mais absolument. Donc il y a aujourd'hui une intolérance à la frustration, c'est « je n'ai pas, je veux ». Et vous avez des parents qui disent « mais oui, vas-y mon chéri ». Et puis il y a eu aussi un effondrement de la famille. C'est-à-dire que quand vous aviez un père, vous aviez une mère, vous aviez des parents qui disaient « ça se fait pas », etc. On écoutait le père, la mère. Quand vous avez aujourd'hui des familles décomposées, recomposées, c'est difficile. Quand vous avez un homme qui n'est pas le père, une mère qui n'est pas la mère, de dire quelque chose, on vous dira « dis donc, tais-toi, t'es pas mon père, t'es pas ma mère, donc tu n'as rien à me dire, etc. » Donc quand il n'y a plus de morale, on fait ce qu'on veut, quand on veut. Et quand vous allez au tribunal et qu'on vous dit « ah, excuse de minorité, il faut comprendre, il y a des problèmes, c'est la première fois, donnons-lui une chance, les tribunaux sont encombrés, on va pas pouvoir l'envoyer en prison, puis il n'y a pas de prison. » Puis on nous dit « j'entendais
entendais l'autre jour, une prison, il faut 7 ans pour construire une prison. Mais enfin, on rigole ou quoi? Oui. On rêve. 7 ans pour construire une prison. Ça n'a aucun sens de privatiser la construction des bâtiments des prisons et puis vous aurez la possibilité... Et avancer un peu plus vite. Et puis voilà, puis ayons une autre politique pénale. Mais aujourd'hui, on s'en vient nous dire, éducation sexuelle à l'école, j'ai vu l'autre jour qu'une partie de cette éducation sexuelle, c'était de la moralité, c'était l'existence d'autrui, c'était l'existence du consentement. Ça s'appelle de la morale. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire qu'on doit pouvoir changer de sexe, que le sexe n'est pas très sûr, etc. Donc il y a un moment donné où on se dit peut-être qu'il y a à apprendre et à laisser dans cette aventure. Faisons de la morale, expliquons. Si les parents ne font plus la morale, si les prêtres ne sont plus audibles, si les instituteurs ou les professeurs ne sont plus audibles, vous avez vu, ça a été dit sur CNews, mais que nous étions les premiers en termes de chambards dans les classes. Qu'est-ce que vous voulez enseigner quand on est les premiers? Chambard, j'aime bien ce mot. Oui. Michel Onfray, on est sur CNews et sur Europe 1. On va évoquer le 80e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. On a vécu ces cérémonies en direct sur nos antennes. Le 27 janvier 1945, le camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau était libéré par l'armée rouge. On va écouter, il y a eu des cérémonies extrêmement émouvantes, avec des témoignages de rescapés de la Shoah. Et puis un témoignage particulièrement qui vous a interpellé, celui du président du Congrès juif mondial, qui s'appelle Ronald Lauder, qui dit que le combat des Juifs aujourd'hui, c'est celui du judéo-christianisme et au fond, celui de l'Occident. On écoute ces paroles. Lorsque je parlais du passé, je ne me suis jamais rendu compte du fait que cela pouvait se répéter. Je ne parle pas des chambres à gaz. Je parle des boycotts, des exclusions, des discriminations qui sont bien réelles. Elles se déroulent devant nos yeux. Mais retenez ceci, ces attaques ne visent pas seulement les Juifs, elles visent les croyances judéo-chrétiennes, le fondement de la civilisation européenne. Un combat civilisationnel, dit-il, et il fait le lien entre hier et aujourd'hui. Formidable, on ne fait pas mieux en matière de synthèse que de dire les choses ainsi. Moi, j'ai été très ému d'entendre ce discours en direct, enfin j'étais devant ma télévision, mais de l'entendre et de me dire, la chose est clairement dite, oui, ce qui se passe en Israël, c'est ce qui se passe en Occident, c'est la totalité de l'Occident qui est en jeu. Ça commence là-bas, parce que ça a commencé là-bas, il y a 3000 ans, l'Occident et la civilisation judéo-chrétienne, et ça continue. Donc oui, quelque chose se joue là-bas qui nous concerne, ça me paraît évident. Deuxième chose, parce que je voudrais profiter de ce moment-là, parce que je parle beaucoup du pacte germano-soviétique, et on m'en veut beaucoup, et je paye très cher, et c'est pas très grave, il faut faire de l'histoire, il faut raconter les choses telles qu'elles sont. Donc il faut aussi faire de l'histoire sur ce sujet, et pour le coup, c'est à l'avantage de l'Union soviétique. Je voudrais célébrer l'Union soviétique dans ce qu'elle a fait après Barbarossa, quand Hitler a envahi l'Union soviétique, c'est-à-dire qu'il a rompu unilatéralement le pacte germano-soviétique. À partir de ce moment-là, l'Union soviétique est devenue majeure dans le dispositif allié. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu les soviétiques, il n'y aurait jamais eu de libération américaine. Il faut voir quand les dates ont permis aux uns et aux autres d'intervenir. Donc je veux bien qu'on n'aime pas Poutine, mais on trouve quelque chose... Ça veut dire qu'on fait du révisionnisme aujourd'hui? Oui, mais bien sûr, et même un négationnisme. On oublie le sacrifice du peuple russe. On oublie la stratégie de Staline, qui est une stratégie gagnante, pour le coup. Moi, je veux pouvoir dire qu'il a eu tort de s'allier à Adolf Hitler, mais je veux pouvoir dire qu'après Barbarossa, il a eu raison de faire ce qu'il a fait. Sans Staline, l'Europe n'aurait pas été libérée. Aujourd'hui, le cinéma dit, voilà, le jour le plus long, et les Américains, c'est John Wayne avec la clope au bec et les chewing-gums. Voilà. Et puis le Français, c'est Bourvil. On dit, voilà, on a vu l'idéologie américaine, les Français sont des crétins et les Américains ont rendu possible la libération. Oui, mais il y avait un front à l'ouest, il y avait aussi un front à l'est. Du moins, le front à l'est avait permis la victoire de Stalingrad, et au nom de millions de gens. Donc il y a eu un peuple russe qui a été saigné, qui a été saigné parce que Staline a fait le nécessaire. À ce moment-là, il a rattrapé la faute, on dira. Ça veut dire que quand ils ne sont pas invités, les soviétiques, les ex-soviétiques, ils ne sont pas invités au 6 juin 1944, qui n'aurait pas été possible de manière aussi victorieuse s'il n'y avait pas eu les soviétiques. Ou là, où il y a eu effectivement... Alors en revanche, il y a Zelensky, il pourrait peut-être faire aussi de l'histoire sur la façon qu'ont eu les Ukrainiens de se comporter avec les nazis à l'époque. Il n'était pas né à l'époque. Oui, non, mais le problème n'est pas de savoir qui est né, qui n'est pas né. Poutine n'était pas né non plus. Mais simplement de faire de l'histoire et de rendre hommage à qui on doit rendre hommage. Et soit on estime que Zelensky a sa place, l'Union soviétique doit avoir sa place. Alors si c'est pas Poutine, que ce soit, je sais pas, peut-être l'ambassadeur de la Russie en Pologne, enfin, qui est une figure
qui soit là en disant Poutine, c'est pas la Russie. C'est ce que disait le général de Gaulle. Libérer ce camp. Oui, le général de Gaulle dit, mais la Russie absorbera le communisme comme le buvard absorbera l'encre, et il avait tellement raison qu'aujourd'hui la Russie n'est plus soviétique. Simplement, elle n'est pas forcément désirable avec Poutine à sa tête. Mais Poutine, ça n'est pas la Russie. C'est comme les gens qui nous diraient Macron, c'est la France. Non, c'est le président de la France, mais la France ne se résume pas. On va en parler dans un instant. Mais un tout petit mot tout de même sur l'importance de continuer à témoigner sur ce qui s'est passé dans les camps. Il y a un sondage qui a été mené dans 8 pays du monde. En France, il y a 46%, Michel Onfray, des jeunes de 18 à 29 ans qui n'ont jamais entendu parler de la Shoah. Et là, on avait les derniers survivants, les derniers rescapés de la Shoah. Ils étaient une quarantaine sur place à Auschwitz. C'est la fin. En fait, il n'y aura plus de témoins directs. Que va-t-il se passer? Le négationnisme, là aussi, va se mettre à l'œuvre? Il l'a déjà commencé, évidemment. Oui, bien sûr. Et moi, quand j'étais jeune prof, j'avais déjà un élève qui était négationniste. Et quand j'avais fait venir, à l'époque, j'ai perdu ma compagne, mais c'était mon beau-père, et qui lui avait été résistant, et mon coiffeur, qui avait été lui aussi résistant, que j'ai beaucoup aimé, résistant et déporté, et puis un autre de leurs amis, ils étaient là tous les trois, on a fait voir Nuit et brouillard, et ce garçon a dit, c'était tourné par qui, ce film? Il y avait tous les gamins, tous les élèves de terminale, il y avait 400, et les Américains, c'est tout ce que je voulais dire. Comment ça? Ce sont des images de propagande, c'est le typhus, c'est toute la théorie négationniste. Et 46%, vous vous rendez compte? Mais oui. Presque 1 sur 2. Mais ça veut dire que c'est raté. Qui n'a pas entendu parler. Parce qu'on n'ose pas en parler, non? Oui. On n'ose pas l'enseigner. Bien sûr. Alors après, on peut remonter plus loin en disant, mais de toute façon, dès que mai 68 a estimé qu'il ne fallait plus faire de chronologie, de philosophie de l'histoire, d'enseignement de la causalité, mais qu'il fallait faire des blocs, qu'il fallait mettre en relation l'Empire du Soudan avec l'Empire romain, etc. On a perdu les enfants quand vous n'avez pas la chronologie, vous ne pouvez pas penser correctement. Donc il y a eu un moment donné où la Shoah, est-ce que c'était avant la guerre, pendant la guerre, etc. C'est perdu ça. Et puis après, il y a une autre logique. Il y a un autre problème, c'est que pour un certain nombre d'enfants qui sont d'origine arabo-musulmane, il n'y a pas eu de Shoah. C'est une invention. Il y a une Shoah business, il y a toutes ces choses-là. Mais un enseignant qui se retrouve devant 30 élèves avec 2 ou 3 qui viennent lui expliquer que Darwin a tort, que c'est pas vrai, que Dieu a créé les hommes et que l'évolutionnisme est faux, que la Terre est plate et que Kepler, Galilée, etc., tout ça, ce sont des sottises, ou que Auschwitz, ce sont des inventions pour avoir créé l'entité sioniste, ce genre de choses-là. Quand vous êtes enseignant, vous faites quoi? Ça complique les choses. Ah ben oui. Ça veut dire effectivement qu'au bout du compte, vous avez ce chiffre terrible, alors qu'on nous parle de la Shoah depuis toujours. Moi, je suis vent debout depuis des années sur les gens qui utilisent la Shoah mal à propos. Tous ces gens qui disent Marine Le Pen, si elle arrive au pouvoir, ce sera au Radour-sur-Glane. Ou de dire, alors Le Père, on pouvait dire beaucoup de choses sur Jean-Marie Le Pen, c'était effectivement un antisémite, c'est avéré. Le prochain Front Populaire me permettra de faire un texte de 100 000 signes, je fais un texte de 100 000 signes, j'ai lu les mémoires de Jean-Marie Le Pen, l'antisémitisme est constant, du début jusqu'à la fin. C'est pas le cas de sa fille, mais c'est le cas de Jean-Luc Mélenchon. Donc il y a un moment donné où il a raison, ce président du Congrès mondial juif, de rappeler que ce qui a eu lieu il y a 80 ans, c'est quelque chose qui ressemble étrangement, comparaison n'étant pas raison, mais il y a étrangement à ce qui advient aujourd'hui. L'interdiction d'enseigner, l'interdiction de faire des conférences, l'interdiction de publier, l'interdiction de s'exprimer, la mise en cause de la liberté d'expression, la criminalisation de toute pensée autonome, se faire traiter de fasciste, de nazi, de type d'extrême droite quand on ne pense pas comme tous ces gens-là. Mettez tout ça bout à bout, ça ressemble étrangement aux méthodes nazies dans les années 20. C'est le fil rouge de cette émission. Un dernier mot, Michel, pour parler d'Emmanuel Macron, qui, après les JO et Notre-Dame de Paris, était cette semaine au Louvre. Il a tenu une conférence de presse devant Mona Lisa, sous la Joconde. Il annonce un plan de rénovation du musée qui est le plus visité dans le monde. 12 millions de visiteurs par an. Écoutez ce qu'il a dit. J'ai bien conscience que beaucoup de gens pourraient se dire « Pourquoi donc le Louvre aujourd'hui en ce début d'année ?» Beaucoup de gens pourraient se dire « C'est totalement intempestif de venir parler d'un grand projet culturel alors que le monde semble partir dans tous les sens et que manifestement les discussions budgétaires se poursuivent. » Alors d'abord je voudrais vous dire, et je le dis sous le contrôle de la ministre et des parlementaires, on peut trouver un chemin, j'y reviendrai dans le détail, et on peut, surtout dans ces temps, avoir le sens de l'innovation et de l'audace et penser grand. Et le projet qui va vous être soumis est réaliste et financé. Voilà, un projet de 700 à 800 millions d'euros sur une dizaine d'années pour rénover certains pans du Louvre, parce que la présidente du musée dit que voilà, il y a des avaries absolument partout, qu'il y a des endroits très dégradés, il y a des équipements techniques qui sont en difficulté. C'est une bonne chose de s'occuper de la culture, Michel Onfray?
Alors là, c'est moi et la Joconde. Hein. C'est vraiment, Il y a une autre dame, les JO moi et la Joconde. Et la Joconde. Et je rappelle quand même que si on veut faire un peu de philosophie comparée et qu'on pense au général de Gaulle, quand il s'agit de la Joconde, c'est André Malraux qui l'a conduit aux États-Unis pour que Jackie Kennedy et son mari, comme on disait à l'époque, puissent voir la Joconde, alors que tous les conservateurs avaient dit qu'elle ne supporterait pas le voyage, etc. Elle a supporté le voyage, dans des conditions qui étaient celles de l'époque. Hein. Ce ne sont pas les conditions d'aujourd'hui. Donc à l'époque, l'usage qu'on fait de la Joconde, c'est un usage français. C'est l'image de la France aux États-Unis et c'est la culture française. Cette œuvre a à voir avec Léonard de Vinci et avec François Ier. Donc on exporte aux États-Unis et on se sert de la Joconde pour ça. Lui, c'est elle et moi. C'est pas Madame Macron, mais c'est elle et moi. Il y a un sourire qui est plus crédible que l'autre, celui de la Joconde. Et là, j'ai été très étonné parce que Madame Descartes nous a dit il y a des trucs qui vont pas bien. Et d'un seul coup, tout le monde découvre ça. 3 jours après, il arrive en disant je vais résoudre le problème. C'est quand même étonnant qu'elle fasse savoir dans la presse 3 jours avant. Et que 3 jours après, le président de la République... Heureuse coïncidence. Heureuse coïncidence. Mais c'est important de faire attention à nos lieux de culture, Michel. Ça me paraît évident. Mais que tout ça a été téléphoné, enfin voilà, quoi. Il inaugure les chrysanthèmes maintenant. Alors la culture, ça va, personne n'est contre. Sauf quelques présidents de région qui disent... plus de subventions pour la culture, ça il faudra qu'on en débatte aussi. Mais là, on voit bien qu'il arrive en disant moi j'inaugure les chrysanthèmes, la Joconde et moi, l'art, la culture, c'est important la culture, n'est-ce pas, etc. Enfin, à mon œil, quoi. Le pass culture qui permet d'acheter des mangas, et de ne pas aller au Puy du Fou. Voilà. Et puis, là, le grand coup de la culture, etc. N'est pas le général de Gaulle qui veut, mais alors ça, on s'est entendu là-dessus, mais n'est pas Malraux qui veut non plus. C'est-à-dire que là, je ne vais pas donner de nom de ministre de la Culture, mais c'est du sous je ne sais quoi. C'est pas la hauteur. La culture française, c'est pas ça. C'est pas seulement repeindre des trucs ou dire mettre un peu de mastic parce qu'il y a de l'eau et il y a des fuites, etc. La culture française, aujourd'hui, c'est terrible. D'abord parce qu'elle est idéologisée. D'abord parce que celle qui est subventionnée est idéologique. C'est pas forcément la meilleure. Évidemment. Moi, j'ai des amis compositeurs, vous connaissez très bien la musique, mais qui m'expliquent, qui composent des opéras et qui m'expliquent qu'aujourd'hui, on n'obtient pas 1 centime de subvention si l'opéra n'est pas wokiste. Exactement. Impossible. Si vous dites mais moi j'aime bien le mythe d'Électre, d'Édipe, je voudrais parler d'Antigone, ce qui nous permettrait par exemple de penser aujourd'hui. Vous reprenez le mythe d'Antigone. Ah non, mais pas du tout. À moins qu'Antigone soit créolisée, d'origine africaine, ou à ce moment-là vous aurez un truc et puis Antigone voudrait changer de sexe en cours d'opéra. Là, il n'y a pas de problème, on va vous subventionner. Donc non, le problème de la culture aujourd'hui, c'est pas de boucher les trous et les fissures des plafonds, c'est d'avoir un vrai projet. Il y a eu un projet de Malraux, il est clair. Il y a eu un contre-projet de Jacques Lang, il est clair aussi. On n'aimait pas, c'est à discuter. Où est le tiers projet ? On a aujourd'hui du numérique, on a la possibilité d'inventer des... Enfin, je ne vais pas donner mon projet, mais je dirais il y aurait un projet de culture à faire avec le numérique qui permettrait de penser à la province aussi. Parce qu'il n'y a pas que Paris. Et dans Paris, il n'y a pas que le Louvre. Il y a aussi plein de musées de province dans lesquels il y a des chefs-d'œuvre extraordinaires. Quelle politique fait-on à l'endroit de ces chefs-d'œuvre ? On pourrait faire une politique en disant qu'on a un Pérugin à Caen, par exemple, au musée des Beaux-Arts de Caen, qui est une pièce géniale, mais d'autres pièces qui sont aussi des pièces magnifiques, de gens, même un anonyme, le dîner de 2 épicuriens, qui est la peinture que je préfère et que j'adore dans ce musée. On pourrait avoir une politique qui serait de dire on va organiser des conférences, des colloques autour des grandes peintures qui se trouvent dans les musées pour faire de telle sorte qu'il y ait la province. J'ai entendu jadis Rachida Dati qui, quand elle est arrivée, nous a fait savoir qu'il n'y avait pas que Paris. Je l'ai entendu, mais je n'entends plus. Et que elle, la culture, lui avait beaucoup servi dans son parcours. Ça y est, c'est terminé, Michel Onfray. C'est passé trop vite. Merci beaucoup pour cette heure passée en votre compagnie sur CNews et sur Europe 1. À la semaine prochaine.